Imagitatrice, imagitateur, hello there! Comment que ça va bien les gens? Eric pour te présenter ce one-shot assez spécial qui s'intitule « Hier ne meurt jamais » et qui met en vedette le personnage de Moira Jones. Si tu as écouté ma capsule sur le flashback, peut-être que ce nom te dit quelque chose parce que j'avais invité Ginny à interpréter une espionne du MI6 et là, j'y en mettais plein la gueule en la propulsant dans des flashbacks. Et Ginny devait composer et improviser avec ses flashbacks. Et à la fin de ce mini actual play, on s'est dit « Ah, c'est dommage d'abandonner ce beau personnage. » Et on s'est dit « On devrait continuer son aventure, son histoire, la raconter jusqu'au bout. » Et c'est ce qu'on a fait. Donc, si tu as écouté la capsule sur le flashback, ben, tu vas reconnaître les 18 premières minutes. Ensuite, c'est l'aventure qui se poursuit. Donc, on te souhaite un bon divertissement et une bonne écoute, mais avant de commencer, je dois te prévenir. Âme sensible s'abstenir, parce que le passé de Moira est très sombre. Il n'y a rien d'explicite et on met pas la caméra directement sur le sombre, mais on t'avertit, son passé, ben c'est pas du joli. Là. En termes clairs, si vous êtes des amateurs des bisounours, vous poussez, ok? Commencez à courir. Pour les autres, on vous souhaite une sacrée bonne balade avec Hier ne meurt jamais. Scène 1. Quand le passé te revient en pleine gueule. Au cœur de Londres, sur les rives de la Tamise, nous nous approchons lentement du MI6 Building, l'édifice qui abrite le service de renseignement extérieur du Royaume-Uni. Maintenant, tout près, on est à même de voir par une fenêtre du 6e étage 2 silhouettes assises dans un bureau. Un homme du côté du propriétaire du dit bureau et une femme sur l'une des 2 chaises, disposées pour les invités. Agente Moira Jones, tu es devant le sous-directeur des opérations terrain, Michael Cameron. Depuis 5 minutes, il étudie ton dossier, sans piper mot, tapant du pied sous le bureau et lâchant quelques de temps en temps. D'une part, j'aimerais savoir à quoi tu ressembles, Moira. Je suis une grande femme à l'allure athlétique, avec une queue de cheval qui retient mes cheveux noirs ébènes en arrière, avec des traits asiatiques. Qui viennent de ton père ou de ta mère? De ma mère. J'ai 32 ans et en pleine forme, le plus bel âge en tout cas. Donc c'est une femme confiante que je vois devant Michael Cameron? En apparence, totalement. Si la caméra zoome un peu sur ses mains, on voit qu'elle agrippe légèrement son dossier. Peut-être une trace de main un peu moite. Ça semble être un moment important pour elle en tout cas. Mais d'apparence, si on la regarde, tout a l'air de très bien se passer. Oui, effectivement, depuis 3 mois, tu es en évaluation. Tu as été sur le terrain, sur de véritables missions, mais c'est vraiment une évaluation pour savoir si tu mérites d'avoir ton premier 0. Toi qui es l'agente 33. Tout à fait. Ce premier 0 signifie que tu aurais le droit de tuer en mission. C'est exact. Et le double 0, un peu comme l'agent 007, signifie qu'on a déjà tué en mission. Donc, c'est un moment assez crucial pour toi. Effectivement. L'homme devant toi porte un complet gris éterne, à l'image de tout ce qu'il dégage. Visage banal, bien rasé, la coupe avec l'arrêt sur le côté. Michael Cameron est le type d'homme que l'on oublie là, aussitôt après l'avoir croisé. Là. Comme agent infiltré, là, pour penser inaperçu, là, ça devait être là, un foutu champion. Là. Tout en lisant ton rapport d'évaluation, Moira, de sa main droite, il joue avec son stylo, faisant sans cesse là, rentrer et sortir la pointe. C'est très irritant, mais... Encore une fois, je ne laisse rien paraître. Peut-être mes yeux qui vont un peu trop souvent sur ce stylo, mais je ne dis rien. J'attends, sagement, les mains posées sur mon porte-documents. À part les salutations d'usage en début d'entrevue, Cameron n'a pas pris la parole. Maintenant, il se lance. Vos performances durant ces 3 mois sont catastrophiques, Jones. Vous êtes trop impulsive. Et on bascule dans un flashback. On voit une grande vitrine d'un restaurant italien. Un lettrage peint sur celle-ci, affichant le nom du commerce. Et soudain, la fenêtre éclate en 1000 morceaux.
Que voit-on, Moira? Le corps d'un homme qui la traverse et qui s'écroule sur le trottoir juste devant ce restaurant. On me voit, moi, passer par cette ouverture qui vient d'être faite et sauter sur ce corps au sol pour le plaquer et pour le maintenir. Mais vous êtes folle, lâchez-moi! L'homme gémit et se débat. Je le retourne brutalement en l'attrapant par l'épaule de sa veste. Son visage vient percuter les morceaux de verre qui sont au sol. Je lui passe les mains dans le dos et je le menotte pour l'immobiliser. Alors qu'on entend le bruit de ses menottes qui se referment, on réentend le stylo de Michael Cameron à son bureau. Toujours étudiant ton dossier. De plus, vous utilisez une violence excessive que l'on juge non nécessaire, agent 33. Un flux d'air qui sort de mes narines, c'est la seule chose qui trahit l'agacement qui est en train de monter. Je lâche comme un soupir assez rapide et sec par le nez. Alors que l'on voit tes narines se dilater, celles-ci changent légèrement, deviennent celles d'un homme, assis sur une chaise. Et l'on bascule à nouveau dans l'une des missions des dernières semaines. Le souffle court, les yeux remplis de panique, ligoté de manière presque excessive, retenu par des liens de fortune, câbles électriques, chaînes et cordes s'entrecroisent sur lui. L'éclat d'une lame d'un couteau apparaît sous le faible éclairage des lampes et de ce qu'on devine être une luxueuse chambre à coucher. Et la lame vient se plaquer sous la gorge de cet homme, de ce pauvre homme qui a bien du mal à bouger. Je vous le répète, je ne sais rien. Je vous ai tout dit. Je suis sûre que si j'insiste un peu, tu peux parler. J'ai 2 enfants. J'ai une femme. Eh bien, si tu ne veux pas qu'elle soit veuve ce soir, parle maintenant. On voit sur son pantalon de pyjama un cercle se former dans l'entrejambe, plus foncé. L'homme s'urine dessus. La lame remonte encore un peu et vient vraiment se poser sur la peau au niveau de la gorge. Allez, j'ai pas toute la nuit. On voit les jambes de l'homme qui tremblent. Et on a une transition. C'est ce pied de Michael Cameron dans le bureau devant toi qui tape encore sur le sol alors qu'il étudie ton dossier. Vous vous rebellez régulièrement contre les autorités et la procédure. Si bien qu'on se demande comment vous êtes devenue la seconde femme à intégrer l'unité des forces spéciales du SAS. Ma mâchoire bouge, les muscles sur le côté de mon visage jouent fortement. On est à l'intérieur d'une fourgonnette avec tous ses équipements de surveillance et on voit un homme chauve avec un casque d'écoute. « Agent 33, revenez! Revenez, bon sang! » Et la caméra glisse et mes pas qui foulent le gazon d'un jardin. À vive allure, j'avance vite en direction d'une maison où quelques lumières sont allumées malgré l'heure tardive. Agent 33, nous sommes en planque, en surveillance. On a ordre de ne pas intervenir. Et là, à ce moment-là, dans les systèmes d'écoute qu'il y a à l'intérieur, aménagés dans la fourgonnette, on entend des voix à travers le grichement d'une radio. On comprend qu'il y a des micros à l'intérieur de la maison vers laquelle tu te diriges, et on entend une femme pleurer, et on entend des coups, des gifles violentes. Salope! Clairement, une femme est en train de se prendre une dérouillée à l'intérieur. Lorsque le son passe dans mon oreillette, mon regard change et se durcit et je me mets à courir. Je cours jusqu'à la porte d'entrée. Sans aucune hésitation, balance un énorme coup de pied au niveau de la poignée pour défoncer la porte d'entrée. On a le droit à un premier jet, là. On est en mini actual play, mais quand même, les dés, c'est important, là, Moira. Ok. Donc, on va faire un jet de corps. À quoi ça ressemble encore pour toi? Corps, c'est excellent. Je suis résistante à la douleur, mais j'ai un vieil accident à la cheville. Mais par logique, j'aurais utilisé la cheville qui n'est pas blessée, bien sûr. Bien sûr. Donc, je te donne pas d'avantage ni de désavantage. Ok. Écoute, pour toi, ça va être facile. 80% et moins, et cette porte disparaît devant toi. 35. Allez, décris-moi. Un coup de pied, sec. Vraiment avec le talon de ma chaussure au niveau de la poignée de la porte. Et je fais exploser le système de fermeture de la porte. Elle s'ouvre en grand, avec un énorme bruit de bois défoncé. Et j'entre.
Aussitôt à l'intérieur, on voit un homme avec une robe de chambre noire ouverte sur son ventre prédominant et on voit cette femme, déjà le visage décoloré de coups, qui est à ses pieds, pratiquement nu. Et l'homme se retourne vers toi. Arme à la main, je le braque immédiatement. Lâche-la. Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Je tire devant son pied. On a cette détonation qui retentit en écho à l'intérieur de la maison. Le pied de Michael Cameron qui, une dernière fois, tape le sol plus fortement que précédemment. L'homme soupire, se recule sur son fauteuil. Toutefois, pour une raison qui m'échappe, notre directeur s'intéresse à vous, Jones. Il vous attend dans son bureau, tout en haut. Félicitations, agente 033. Vous êtes maintenant habilité au plus haut niveau de l'agence. Un sourire discret sur les lèvres, je me lève de ma chaise et tends la main à Michael Cameron. Tu vois qu'il prend son temps pour faire durer le moment, alors que tu es debout, peut-être un peu le dos penché vers l'avant pour tendre la main. Il te laisse dans cette position quelques secondes. Laisse tomber son stylo qu'il a manipulé si bruyamment tout au long de l'entrevue, se lève et te serre finalement la main, te regardant. Tu sens encore tout le jugement. Cet homme, clairement, n'est pas convaincu que c'est une bonne décision de t'attribuer le permis de tuer. Je garde mon sourire discret. Je lui serre la main. Merci, monsieur. Allez, il vous attend. Disposez. Sans demander mon reste, je sors de son bureau, referme la porte doucement, sans la faire claquer, et je lâche entre mes dents serrées un magnifique connard. On reconnaît bien Jones. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent en deux. Devant toi, tout au fond, la porte du grand directeur du MI6, Richard Moore. Mes mains se resserrent un peu plus sur mon porte-document. Le bout de mes doigts commence à être un peu blanc. Et avant de sortir de l'ascenseur, je prends une grande inspiration. Je souffle. Je commence à marcher droit devant moi. Tu arrives à la porte? Oui, je frappe. Une voix feutrée t'invite à entrer. J'ouvre la porte en essayant de faire les gestes les plus doux possibles. Je ne mets pas de coup de pied cette fois. Je tourne la poignée gentiment et je rentre. Contrairement à ce que fait Cameron, le directeur du MI6 se lève de derrière son bureau et vient vers toi. Monsieur le directeur. 60 ans, mâchoire carrée, menton volontaire et une bouche mince, presque sans lèvres. Alors qu'il avance vers toi, vos yeux se croisent et tout bascule, Moira. Tout bascule pour toi. On est à Port Gordon, 24 ans plus tôt. Port Gordon est un village de bord de mer au nord de l'Écosse. Environ 800 habitants. Dans une petite maison grise comme l'océan glacé, qui mugit à 100 mètres d'elle, on te retrouve dans ta minuscule chambre à l'étage. Une pièce qui retient l'humidité de la mer et une légère odeur de moisissure. Comme partout dans cette maison centenaire. À quoi ressembles-tu alors que tu es dans ta chambre? Qu'est-ce qu'on voit? Que fais-tu? On me voit, jeune fille de 8 ans à peine. Déjà ses cheveux noirs ébènes, 2 tresses qui sont collées de chaque côté de la tête. Je suis seule dans ma chambre et je joue avec quelques figurines, quelques poupées. Mais on n'est pas vraiment sur le genre Barbie fait du shopping. On est plutôt sur du G.I. Joe. Sans prévenir, ta mère ouvre la porte de ta chambre et entre. Je sursaute. Elle n'a pas l'habitude de faire ça. Comme trop souvent, elle exalte une senteur de whisky bon marché. Dans ses mains, une boîte blanche. « Allô chérie, ton oncle Sidney t'a acheté un magnifique cadeau. » Elle pose la boîte sur ton lit. Je me lève, je la rejoins et je m'approche du lit pour voir ce qu'est ce magnifique cadeau. Tu ouvres la boîte et tu découvres une ravissante robe de princesse, toute blanche et pure. Mon nez se retrousse instantanément. Je n'aime pas les robes, maman. Il faut faire un effort. Regarde comme elle est jolie. Allez, mets-la. Et ensuite, on va aller la montrer à oncle Sidney. Puis, à tes amis. Elles vont être folles de jalousie.
Je la fixe un moment dans les yeux. Je ne comprends pas vraiment ce qu'elle est en train de faire. C'est ma mère, elle connaît mes goûts, elle sait mon caractère, elle sait que ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'amuse. Déjà, l'histoire de ses tresses collées sur la tête, c'est uniquement pour lui faire plaisir. Mais bon, comme toute petite fille de 8 ans, sage et qui ne veut pas que la journée tourne au vinaigre, je prends la robe. Une fois la robe mise, tu franchis la porte, descends au rez-de-chaussée. La porte qui t'a toujours été interdite, celle allant au sous-sol, s'ouvre dans un grincement interminable alors que ta mère l'ouvre. Les premières marches apparaissent dans la noirceur qui étouffe le sous-sol. Pourquoi est-ce que tonton est à la cave, maman? Je comprends pas. Il est en train de travailler. Allez, on va lui montrer. On va lui montrer comment tu es jolie. D'accord. Elle te prend par la main et descend les marches. En bas des escaliers, un espace réduit qui donne sur 3 portes en métal. Gauche, droite et celle du centre que ta mère pousse. Je la suis un peu ronchon en me disant que bon, finalement plus vite je vais aller voir cet oncle et plus vite on va me laisser retourner avec mes G.I. Joe et continuer mon aventure. À l'intérieur, de l'autre côté de cette porte en métal que ta mère a poussée, une chambre, dans laquelle trône un grand lit au centre. Le tout est éclairé par une unique ampoule qui disperse une lumière maladive et qui pend lamentablement au bout d'un fil électrique. À droite du lit, ton oncle Sidney et sa tignasse rousse en désordre. « Avance, Moira! N'aie pas peur! » Bonjour tonton. Je lâche la main de ma mère pour faire quelques pas un peu plus rapides en avant pour aller vers lui. Alors que tu approches d'oncle Sidney, à gauche, collé contre le mur, donc de l'autre côté du lit, 3 silhouettes, plus sombres encore que le noir qui les enveloppe. Je les vois et je me stoppe dans ma course, je sursaute un peu, un léger cri, et je les regarde, ne comprenant pas ce qu'ils font ici. L'une d'elles se détache et avance d'un pas. Je recule d'un pas. Donc tu te retrouves un peu comme accolé au mur, Mhm. alors que tu es à droite de ce lit, dans cette pièce qui est quand même exiguë. D'un visage tout sourire, ce nouvel homme dit « Tu avais raison, Sidney, elle est fort jolie. » Mi-quarantaine, mâchoire serrée, menton volontaire et une moustache au-dessus d'une bouche très mince, presque sans lèvres, l'homme sourit. On rebascule dans le bureau du directeur du MI6. Tu es à nouveau devant lui, après 24 ans. J'ai lâché mon porte-document au sol et je le regarde entre la surprise et la colère. Je sens cette colère qui monte, mais j'ai du mal à croire que ce soit possible tant d'années après. L'homme se précipite pour ramasser les documents. « Oh, attendez, je vais vous aider. » J'envisage intérieurement de lui asséner un énorme coup de pied et je me reprends. Un genou au sol, il rassemble les feuilles, les replace dans le porte-document, se redresse, tout souriant. Son énorme moustache, d'il y a 24 ans, a disparu. Des rides sont apparues ici et là, mais c'est toujours cet homme, accompagné des 2 autres, dans cette chambre noire où tu étais seul, qui est là, devant toi. Il te tend le porte-document. Venez, Moira, venez vous asseoir. Je prends le porte-document qu'il me tend et je me retourne pour refermer la porte, doucement. Je ferme le battant, appuie la poignée, et lorsque je me retourne vers le directeur, on voit le visage qui a changé. Lâchant la poignée, ma main passe dans mon dos, au niveau de ma ceinture, et le reflet d'une arme se dessine. Le fameux Walter PPK. Merci, monsieur le directeur, pour cette reconnaissance et ce permis de tuer. J'aurais goût de donner un titre, moi, à notre prochaine scène. On est dans la merde. Ça colle bien. Assise sur la banquette arrière d'un des fameux taxis noirs londoniens, les Black Cabs, on voit derrière toi, dans la lunette arrière, la silhouette massive, éclair, du MI6 Building, l'immeuble des services de renseignement britanniques. Ton taxi est en train de traverser
le Vauxhall Bridge. Mais il n'y a pas que ton taxi qui traverse un pont. Toi aussi, tu as franchi un pont. Oui. Une limite, Moira. Te rends-tu bien compte de ce que tu viens de faire dans ce bureau? Du merdier dans lequel tu es? Je crois que j'en prends conscience à l'instant. Sur la banquette arrière de ce taxi, justement, je revois les images de ce qui vient de se passer. Je revois le visage de mort et cette colère qui a ressurgi instantanément. Certes, cet homme, Richard Moore, était de la pire espèce. On en convient. Mais il était aussi le directeur des services de renseignement, le MI6. Ouais. L'un des 10 hommes les plus puissants du Royaume-Uni. Je viens donc de devenir celle qui a battu un des 10 hommes les plus puissants. Comment va ton petit cœur, Moira? Bat-il la chamade? Comment vas-tu? J'ai l'impression qu'il va décrocher de la poitrine. Et en même temps, je ressens une telle satisfaction. J'ai peur de ce que j'ai fait, j'ai peur de ce qui m'attend, mais c'était tellement mérité. C'est moi où j'avais l'impression que cette sombre histoire arrivée dans ta jeunesse, à 8 ans, cette agression, tu l'avais mis de côté, sous le tapis. Il semble, oui. J'ai même du mal à me souvenir de certains détails. Ta mère et ton oncle étaient complices de cette horreur. Cette page est-elle bien, bel et bien tournée en ce qui les concerne? Qu'est-il advenu après cet épisode? Est-ce que ça s'est reproduit, Moira? Non, ça s'est pas reproduit. Juste cette fois, enfin, juste cette fois. Cette fois-là. Par contre, je me souviens que l'oncle Sidney était présent après. Aux anniversaires, aux fêtes de Noël. Qu'il s'asseyait toujours en face de moi et qu'il me regardait avec ce sourire sale. Est-ce que ça a duré longtemps? Est-ce que tu as dû supporter longtemps la présence d'oncle Sidney? Je crois 2 anniversaires et un Noël. C'était déjà beaucoup trop. Qu'est-il arrivé? Je ne sais pas. Il a simplement disparu? À l'anniversaire suivant, il n'était plus là. Ta mère et ton oncle ont invité 3 hommes pour cette sale et unique soirée. Richard Moore est mort, mais les 2 autres, le mal court toujours. Et maintenant que la plaie s'est réouverte, en quelque sorte, pourras-tu oublier à nouveau et continuer ton chemin comme tu l'as fait ces dernières années? Non, je ne pense pas. À l'arrière de ce taxi, justement, j'ai l'impression que des centaines de plaies se sont réouvertes. J'ai mal dans la totalité de mon corps. J'ai l'impression que mon esprit s'est mis à saigner. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est comme si Moira sortait d'un effroyable combat, des douleurs qui parcourent tout ton corps et surtout ton cœur. Ton téléphone vibre, Moira. Je sursaute et je regarde l'écran. Lorsque tu as sursauté, le chauffeur devant t'a envoyé une œillade, un regard, par le rétroviseur. Sur l'écran, c'est le nom de Z qui apparaît. Un collègue de travail avec qui tu as tissé des liens en 2 ans au sein du MI6. C'est un jeune hacker super doué qui s'est fait prendre il y a 3 ans. Au lieu de le laisser pourrir en prison, le gouvernement a décidé de mettre ses superbes talents au service du MI6. Je suis curieux, as-tu beaucoup d'amis au sein de l'agence? Aucun. Et je ne sais même pas si Z en est un. C'est en tout cas quelqu'un que j'apprécie. C'est ce qui s'apparente le plus à un ami? Il semble, mais je remets un peu tout en question là présentement. Je regarde l'écran d'ailleurs quelques secondes. Je sais pas trop quoi faire. Pourquoi ce Z plus qu'un autre? Parce que là, t'es en train de me dire que t'as tissé aucun lien avec des autres membres, même des gens sur le terrain avec qui tu travaillais. Pourquoi ce Z plus qu'un autre? Alors qu'il est tout le contraire de toi, peut-être chétif, des lunettes, penché devant son écran, le dos courbé, tout le stéréotype du hacker dans son sous-sol. Les jeunes, peut-être 25 ans. Eh bien, j'ai l'habitude lorsque je m'adresse à quelqu'un et que je lui jette un regard un peu froid de sentir la personne qui réceptionne ça prendre ses distances. Et la première conversation que j'ai eue avec Z, il était fixé sur son écran. J'avais un service à lui demander, un service de collègue, donc pas vraiment le choix. Et il me regardait à peine et j'ai trouvé intriguant le fait qu'il ne lève même pas les yeux de son écran. Il ne s'est pas rendu compte de ce que j'étais et la conversation a commencé comme ça sans qu'on se regarde. Autrement dit, il était immunisé contre ta sombre aura répulsive. Il semble, oui.
Le téléphone vibre encore. Le prendras-tu? Je décroche. Dis-moi que j'ai des hallucinations, Moira. Dis-moi que les images que je vois de toi sortir du bureau de mort sont un montage. On l'a retrouvé avec 3 balles dans le torse. Mort. Salut Z. Merde, t'as vraiment fait ça? Je jette un regard dans le rétroviseur sur le chauffeur. Il semble que oui. Merde. Ta ligne est sécurisée là? Qu'est-ce que tu crois? Je suis le meilleur au MI6. Ok. Mais ça tiendra pas longtemps. Ton cellulaire va devenir très populaire. T'es où? Je bouge. Dans un taxi. Non. Rassure-moi, là, t'as pas pris un taxi près de l'agence? Si, pourquoi? Merde, Moira! On bosse pour les services de renseignement. Tous les taxis stationnés autour du MI6 Building travaillent pour nous. Ce sont nos agents, des tracés F. La lumière faiblit dans l'habitacle. Vous êtes arrêté. On est arrêté. Oui, vous êtes arrêté à un feu rouge. Tu vois la luminosité faiblir dans l'habitacle. À ta droite, une silhouette obstrue la fenêtre de la portière arrière sur laquelle tu es presque appuyé. Je sors mon arme, pointe le chauffeur, glisse sur la banquette jusqu'à l'autre porte. Aussitôt que tu sors ton arme, Moira, la fenêtre, côté droit, tout près de toi, explose en un millier d'éclats de verre. Que fais-tu alors que tu es recouverte de verre, que le canon d'un fusil encore fumant, muni d'un silencieux, fume près de toi? Tu as ton arme en main, la voiture, le taxi, lui, est toujours au feu rouge. Ok, côté gauche, le fusil. Côté droit, qui a fait éclater ta fenêtre. Tu ouvres la porte, puis tu l'ouvres sur l'homme qui a tiré. Ok, donc mon arme à la main, je glisse sur la banquette jusqu'à la portière côté gauche arrière. J'ouvre la portière. Est-ce qu'elle s'ouvre? Bonne question. Est-ce qu'elle s'ouvre? On est dans un taxi. Ouais. Le MI6 a été jusqu'à mettre des agents dans les taxis autour. Est-ce qu'ils auraient été jusqu'à légèrement modifier les voitures? Il suffit d'une putain de sécurité, enfant. Je crois que t'as répondu à la question. C'est tellement facile. Ouais. Ok. La porte ne s'ouvre pas. Ok. Et là, tu vois ce canon bien pointé vers toi. « Jetez votre arme, Jones !» fait le tireur. Je baisse la tête, je commence à lever les mains. Donc mon arme est toujours dans ma main droite. Je commence à lever les mains comme pour me rendre. Et d'un geste très vif, je vise à droite et je tire immédiatement. Sur l'homme qui te pointait? Oui. C'est une fusillade? Oui. Qui sera le plus rapide? En combat, à quoi ça ressemble pour Moira? En combat, j'ai formidable. Et dans mes notes, j'avais le fait que j'étais spécialiste en tir. 70 et moins. Et c'est toi qui tires la première. Oh, 26. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe alors que le feu passe au vert, comme pour signaler le début des hostilités et du duel? Eh bien... Tu l'élimines, hein? Ok. Tu peux décrire que tu te débarrasses de lui. Mon arme se lève d'un geste extrêmement vif. Et il semble même que j'ai appuyé sur la gâchette avant même d'avoir posé ma visée. Je ne regarde pas où va la balle, je sais que je viens de la mettre en pleine tête. Un coup de feu, le tien, puis suivi immédiatement d'un autre. Ta victime, ta cible, a tiré, elle aussi. Sans doute que sa main s'est crispée sur son pistolet. Son tir a traversé le plafond du taxi. Le tireur, un trou dans le front, bascule lentement vers l'arrière et tu le perds de ton champ de vision. Soudain, la voiture accélère, comme projetée dans un bond, t'écrasant sur la banquette arrière. Tu réussis à garder ton arme, mais le chauffeur te déstabilise alors qu'il conduit d'une façon erratique, donnant de violents coups de volant. Et à travers ses embardées, tu peux le voir glisser sa main à l'intérieur de son veston. Ça n'augure rien de bon. Que fais-tu, Moira? Est-ce qu'il y a une séparation entre lui et moi? Dans un taxi, normalement, non. Hein. Je ne crois pas, mais là, de toute façon, on peut pas se téléporter à Londres pour savoir comment ça se passe dans les Black Cabs. Okay. Disons que oui, il y a un plexiglas, mais au centre, t'as une grande trappe coulissante. Et là, elle est ouverte. Au besoin, il peut la fermer, mais présentement, elle est grande ouverte. Ok. Même s'il essaye de fermer le plexiglas, il n'aura pas le temps. Je passe mon bras. Et ce n'est clairement pas sa priorité. Hein? La priorité, c'est une main sur le volant, la main gauche, et de la main droite, il fouille pour trouver son arme. Que fais-tu?
Il sent rapidement le canon froid de la mienne posé sur sa tempe. Attends. Il est là en train de zigzaguer pour justement te déstabiliser. Arriveras-tu à prendre appui, à te retenir et à viser cet homme? C'est un jet de corps qui nous le dira. Tu as combien encore, Moira? J'ai excellent. Ben là, écoute, on voit clairement que ton passage au niveau des SAS, l'unité d'élite de l'armée britannique, ça a payé. C'est encore un 70% de chance de te retenir, d'y arriver et d'aller plaquer ton arme, tout contre lui. Oh non, Oh, tu m'inquiètes? Qu'est-ce que tu as tiré? j'ai fait un sang. Mais non. OK. Écoute, non seulement tu rates totalement, mais il y a un double effet. La fiction frappe plutôt 2 fois qu'une. Alors que le feu est passé au vert, que cette voiture s'est propulsée vers l'avant, ce taxi, et que cet homme, presque à contre-courant de la circulation, se met à jouer du volant pour te déstabiliser le temps que lui puisse prendre son arme, ben, il réussit. Tu peines à rester assise. Ses coups de volant sont agressifs. Le taxi va même jusqu'à monter sur un trottoir, causant une espèce d'embardée. Ta tête vient presque frapper au plafond. Et il réussit à agripper son arme, à tendre le bras vers l'arrière et faire feu dans ta direction. On ne peut esquiver une balle, c'est trop rapide. Donc, on va faire ce jet mental pour anticiper, évaluer, pour te positionner de sorte que tu ne prennes pas cette balle. Donc, si tu réussis ton jet, c'est que tu ne prends pas cette balle, mais ton adversaire n'est pas blessé. C'est pas une fusillade. Toi, t'es trop en déséquilibre pour répliquer. Ok. Tu as combien en mental? J'ai excellent. Ah, elle est forte, cette Moira Jones. Ce n'est pas pour rien qu'on t'a attribué ce 0, ce permis de tuer. Agente 033. Titre qui, bien sûr, ne tient plus, hein? L'entrevue finale s'est très mal passée, ouais. Je l'aurais eu pendant quelques minutes. Ouais, il aurait fallu serrer des dents, oublier ton passé et sourire à ton agresseur. Je n'ai pas eu le choix de faire ça. Je comprends. 60% de chance d'éviter cette balle. Sinon, 12. raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vois le geste qu'il va faire et je me laisse glisser tant bien que mal sur le côté gauche. Même si j'aurais aimé pouvoir me plaquer contre la porte et je n'y arrive pas parce qu'il fait toujours ses embardées avec la voiture. Mais je vois son bras passer par la trappe. Je vois qu'il essaye de me viser et pas pour le blesser mais pour le décourager, je mords son poignet. Est-ce qu'il retire son bras ou tu maintiens une poigne dessus? Non, il retire son bras. Vivement, comme pour protéger son poignet, il vient le placer sous son bras gauche, alors qu'il manœuvre. Mais dans tout ça, il a cessé ses hautes voltiges en voiture. Le taxi est plus stable. Que fais-tu, Moira? J'ai toujours le portable dans ma main gauche. Oui, et sans doute que Z n'a rien manqué de l'échauffourée. Il a entendu les coups de feu. Dis-moi, est-ce que tu as toujours ton pistolet dans les mains? Bien sûr. Donc, effectivement, tu as ton téléphone dans une main et ton pistolet dans l'autre. Je me repousse sur le côté droit de la voiture. Je mets la fenêtre en joue. Je mets mon téléphone à l'oreille. Je te rappellerai, Z. Je fais voler le portable par la fenêtre. On le voit disparaître dans le trafic. Je me souviens des paroles de Z. La ligne est sécurisée, mais ça ne tiendra pas longtemps. Effectivement. Ce qui donne un peu de répit au chauffeur. Il se maîtrise. Tu vois ressortir sa main. Celle-ci tient toujours son pistolet. On est à quelle allure, là? Est-ce qu'on est en ville et est-ce que c'est quand même assez... Oui, on est en ville, donc on n'est pas dans des vitesses excessives, là. Il manœuvre à travers les voitures et tout ça, là. Donc, on va pas très vite. Peut-être dans les 60, au maximum 60 km/h. Oh, ça va être douloureux quand même, alors. Oui, mais ça, c'est les pointes de vitesse. Je te dis le maximum. Des fois, on lâche la pédale de l'accélérateur, on pèse sur les freins. Donc, ça peut jouer dans les 35, 60 au plus vite. Ok. Eh bien, je vais tenter de passer par la fenêtre. Jet de corps? Allez. Est-ce que tu réussiras? Corps, on a dit excellent. Ouais. Avant que cet homme ne prenne un tir sur toi. Sauf que cette fois-ci, tu l'as blessé à sa main maîtresse, la main qui tient l'arme. 80%. 63. C'est réussi.
Je vois qu'il commence à ressortir son arme et je vois qu'il observe dans le rétroviseur. Je sens la voiture qui décélère légèrement. J'attends qu'elle perde un peu en vitesse et je saute par la fenêtre. Il se retourne, le bras allongé de son bras armé. Mais tu as disparu. Merde! Et le taxi vient défoncer l'arrière d'une autre voiture, une berline. Les coussins gonflables qui se déploient à la vitesse d'un coup de poing viennent coincer l'homme contre son siège et il échappe son arme, côté passager, sur le plancher. Dis-moi, comment on terminerait cette scène? Le corps de Moira qui roule sur quelques mètres, sur le côté. Et je me redresse. J'ai toujours mon arme à la main. Et on me voit partir en courant, déguerpir sur le bas-côté de la route et disparaître dans une ruelle. Cette première scène après le crime est terminée. Ça bouge avec Moira, hein? Ouais, ça bouge toujours avec Moira. On voit que t'as des gros molosses quand même au talon. Ce sont des agents secrets. Mm-hmm. Tu t'es frotté, pas une équipe d'experts, hein? C'était l'équipe qui était autour du MI6 Building. Ouais. Mais ça annonce un peu la couleur. Deuxième scène, t'avais dit à Z que t'allais le rappeler. On pourrait peut-être aller à cette scène qu'on pourrait appeler un répit entre deux merdes. ça pourrait être ça. On va rester dans la continuité de la thématique. Ça pue. Je voudrais bien qu'on me retrouve... Ouais, dis-moi. Si tu es OK avec ça, j'ai cette vision-là. Oui, mais non, mais on construit ensemble. OK. Qu'est-ce qu'on veut voir de Moira? Qu'est-ce qu'on veut voir de cette aventure? Qu'on veut voir d'elle? Eh bien, du fait qu'elle a réussi à passer dans les petites ruelles, j'aimerais qu'on la retrouve à la sortie de toilettes publiques ou quelque chose comme ça. La coupe de cheveux a changé, la couleur de cheveux a changé. Tu vois, sans détailler ce qu'elle a fait dans la salle de bain, mais qu'on la retrouve un peu changée physiquement, quoi. Et comme Moira est l'agente 033, écoute, t'es l'équivalent de James Bond, donc tu sais très bien comment passer inaperçu et les moyens d'y arriver. Quoique James Bond, disons qu'il a un style un peu plus flamboyant, lui. Oh, oui. Donc passons immédiatement à la prochaine scène, un répit entre deux merdes. D'accord. On est environ 1 heure ou 2 après les événements du taxi. Que voit-on? On me retrouve à la sortie de toilettes publiques, légèrement changée. J'ai troqué le costume que j'avais mis ce matin pour ma consécration contre un jean et un pull. Mes cheveux sont beaucoup plus courts et beaucoup plus clairs. Je suis blonde décolorée maintenant. On me voit jeter une sorte de serviette de toilette de laquelle s'échappe une boîte de coloration, un spray désinfectant dans une poubelle publique, un bandage sur la main gauche dépasse du pull. Ouais, ça n'a pas été sans conséquence, cette roulade sur l'asphalte. Oui, la vitesse était encore un peu élevée quand j'ai sauté, effectivement. Et je me dirige vers une cabine téléphonique à pas pressés, en enfilant des lunettes de soleil. Qui appelles-tu? Z, sur son portable personnel. Portable que tu sais très, très, très sécurisé. Tout à fait. Une sonnerie seulement, il décroche. C'est moi. Putain, tu m'appelles de où? T'as pas besoin de savoir ça. Ah, ok. Écoute, je te donne une adresse d'une boutique électronique, ok? Ok. Tu vas demander à avoir un cellulaire de la marque Samsung Galaxy S24, couleur argent. Dis que c'est le Cavalier Noir qui t'envoie. Ainsi, on s'assure que nos communications sont sécurisées et t'auras pas besoin de faire des pieds et des mains pour m'en joindre. Ok, abrège Z, l'adresse. Il te donne l'adresse. Je note. Ma main tremble un peu en sortant le petit carnet de mon sac. Moira, Ouais, dis-moi pourquoi. Pourquoi t'as fait je ça? t'expliquerai. Pas maintenant. Merde. Pas maintenant, Z, s'il te plaît. Moira, comprends-moi. Tu dois me convaincre. Me convaincre de t'aider. Dis-toi que tôt ou tard, ils vont me mettre sur le coup. Et je peux te garantir que tu ne m'échapperas pas, Moira. Je peux te le garantir. Tu dois me persuader. Pourquoi tu as fait ça? Je jette un œil autour de moi. Je peux pas t'expliquer ça maintenant, pas ici. Mais, je sais pas, t'imagines que j'ai de bonnes raisons, non? J'avais gagné mon 0, tu sais? J'y étais. Ouais, le permis de tuer. Ouais. Le putain de directeur du MI6. Ouais, j'ai commencé par une grosse cible, j'avoue. Tu hésites à te confier à Z, mais c'est sans doute aussi un bon allié pour
Parce que là, j'imagine que tu me dis que tu n'enterrerais plus cette histoire dans cette chambre au sous-sol, au nord de l'Écosse, dans cette maison d'enfance. Il y avait 3 hommes. Oui. Moore est le seul qui a pris la parole, qui a parlé. Les 2 autres parts qui ont volé et brisé ton innocence et ton enfance n'ont pas pipé mot. Toutefois, Moore avait interpellé l'un des 2 hommes par le nom de Petrov. C'est un nom de famille. Moira, je suis prêt à t'aider, mais ça... Il va falloir que tu m'expliques. Peut-être pas maintenant, mais il faudra m'expliquer. Ok, tu veux m'aider? Trouve-moi la trace d'un Petrov qui était ami avec Moore. Petrov... Et donne-moi une adresse où on peut se retrouver ce soir. Petrov, c'est d'origine slave. C'est très courant en Russie et en Bulgarie. Ouais. Il pourrait être serbe aussi, ukrainien, croate, biélorusse. Hé, Z, j'ai pas besoin de son arbre généalogique. Ce que je veux te dire, c'est que ça m'aide pas beaucoup, mais... L'ordinateur de Moore, comprends-moi bien, Moira, va devenir un véritable lieu touristique dans les minutes à venir, ainsi qu'un champ de mine pour moi. Je peux tenter d'y découvrir quelques trucs avant que tous les informaticiens de l'agence soient sur le coup. Fais ce que tu peux, ok? Là, pour l'instant, va te reposer et trouve-toi une planque. Moi, je retourne à la maison, mon équipement y est plus sûr. Ok. Je me suis installé une porte d'entrée pour retourner dans l'ordinateur de Moore, mais je te communique. De se rencontrer, je trouve que c'est pas très sûr, honnêtement. Je te communique sur le cellulaire que tu vas prendre, le S24. Aussitôt que j'ai plus d'infos, ok? Ok. Tu t'es débarrassé du téléphone et peut-être aussi changé de look. Tu crois? Ben, je dis ça, c'est toi l'agente, hein? C'est toi l'agent de terrain, tu sais ce que tu fais. Même toi, tu me reconnaîtrais pas. C'est bien. Écoute, je te rappelle aussitôt que j'ai du nouveau. Ok, Pour l'instant, planque-toi. compte sur moi. Et je raccroche de manière très sèche comme je le fais toujours. Je m'apprête à ressortir de la cabine téléphonique. Je jette un œil autour de moi derrière mes lunettes de soleil à verre épais. Et je rentre à nouveau dans la cabine. Quelqu'un d'autre à appeler? Non, mais je compose le numéro de mon ancien téléphone portable. J'ai besoin de savoir si quelqu'un m'a laissé un message. Curiosité morbide? Information à aller chercher? Plutôt envie de savoir qui exactement est à mes trousses. Qui se charge de ça? Un seul message. You have one new message. Tu reconnais aussitôt la voix. Dès que je vous ai vu, la première fois, j'ai su que vous n'étiez qu'une mauvaise graine et que vous cachiez quelque chose. La voix de Michael Cameron, le directeur des opérations terrain. Ouais, merde. Pour qui travaillez-vous, Jones? Les Russes? La Chine? L'Iran? La Corée du Nord? J'essaie de trouver tous les ennemis potentiels de l'Occident. C'est pas facile. Peu importe. Le gouvernement veut gérer au mieux le bordel que vous avez causé, Jones. Donc la mort du directeur sera tenue secrète pour l'instant, mais j'ai eu la promesse et la certitude que son décès sera annoncé dans 24 heures, afin que tous les journaux et les médias puissent dévoiler des images de vous. Votre visage sera le plus connu du Royaume-Uni et de l'Europe. La prochaine fois que nous nous croiserons, vous serez menotté ou décédé, Jones. J'en fais une affaire toute personnelle. Fin du message. Je raccroche et secoue la tête. Et je sors de la cabine. Comment on finirait cette scène? Est-ce qu'on la termine ainsi ou on rajoute un petit quelque chose? Un regard circulaire en sortant de la cabine téléphonique. Et je reprends mon pas pressé en direction du magasin de téléphonie indiqué par Z. Alors que dans un premier temps, on t'avait vu disparaître dans la pénombre discrète d'une ruelle, cette fois-ci, changé, les cheveux blonds et plus courts, on te voit disparaître dans la masse de la foule. On ouvre cette scène? Allez. L'alarme d'un cellulaire, sur vibration. Tu es dans un lit. Dis-moi, à quoi ressemble la chambre dans laquelle tu es? Minable? Luxueuse? Bien rangée? En désordre? Une chambre d'hôtel? Es-tu seule, Moira? Dis-moi, où es-tu? Je mets quelques secondes justement à réunir mes souvenirs quand mes yeux s'ouvrent à cause du vibreur du téléphone. Cet homme rencontré dans un bar quelques heures plus tôt. Et il semble... Oui, effectivement, je suis chez lui. Un pigeon? Un pigeon, bien sûr.
Fallait bien dormir, trouver une planque. C'est fait. Il fallait bien dormir sans utiliser sa carte de crédit et s'entraîner à l'extérieur. Je me lève justement et je me dirige vers la cuisine avec le portable qui vibre et sors de la chambre doucement. Avant que tu fermes la porte ou tu quittes la chambre, je suis curieux. Plus jeune que toi? Plus vieux? Plus vieux. Ah ouais, le pigeon parfait. Exactement. Que fais-tu? Je me dirige dans la cuisine, je regarde le téléphone, ce qu'affiche l'écran du téléphone. Juste le réveil ou un appel? C'est un appel, un message. Z. J'ouvre le message. Rappelle-moi aussitôt que tu peux. J'ai quelque chose, c'est mince, mais j'ai quelque chose. Je pose le téléphone sur le bar de la cuisine. J'attrape une chemise qui traîne sur un tabouret, l'enfile. Ah, vous êtes déshabillé tout en vous approchant de la chambre il y a quelques heures. On voit Exact. la trajectoire que vous avez prise en suivant les morceaux de vêtements. J'ouvre le frigo, sors de quoi me faire un encas, me sers un verre de lait et je m'installe à ce bar. Prends mon téléphone et je rappelle Z. Moira, Z? t'as trouvé une planque sûre? Oui, je suis en sécurité. Très bien. J'ai dû faire rapidement pour entrer à distance dans l'ordinateur de mort et j'ai seulement pu faire un survol. Merde, ils ont déployé une armée d'informaticiens qui a débarqué dans l'univers numérique du directeur. Ouais, il semble qu'il soit un peu énervé, je crois. Énervé, tu dis? J'ai jamais vu une pagaille pareille. Écoute, j'ai quelque chose, mais c'est sans doute juste une coïncidence, mais le directeur Moore a pris un rendez-vous qui devait avoir lieu aujourd'hui, à 13h, avec un certain Petrov. Mais Moira, ne te fais pas d'illusions. C'est quand même un nom assez courant, là. Tu es certain que c'est l'homme que tu cherches? Il faudra que je m'y rende pour être sûr. C'est au Charlie's, le prestigieux restaurant du Browns Hotel. La mort du directeur Moore n'a pas encore été annoncée, et c'est pour bientôt. Donc il est possible que ce Petrov y soit, là. Oui, j'avais un petit message de Cameron qui m'a gentiment donné l'information que j'avais 24 heures avant que ce soit dévoilé. Bien sûr, c'est lui qui est sur l'affaire. Fallait s'en douter. Oui. Et connaissant son aversion pour toi, certain qu'il n'a pas dénigré l'offre d'être celui qui te traque. Bien sûr. J'ai malheureusement rien trouvé d'autre pour l'instant, mais je n'ai fouillé qu'une dizaine de minutes. Si je peux, lorsqu'il y aura moins d'activité autour de l'ordinateur, j'y retournerai fouiller. Ok. Si par hasard tu trouves un troisième homme en lien avec ces deux-là, avec Moore et Petrov, attarde-toi sur ça, s'il te plaît. Sans savoir ce qui les unit, ça sera difficile de trouver... Je suis d'accord, mais au cas où, si tu tombes sur un nom récurrent qui est en lien avec les deux autres, c'est sûrement la dernière personne que je cherche. Ok, tu cherches deux personnes, un Petrov et l'autre, tu n'as pas de nom. C'est bien ce que je comprends. C'est bien ça. Ah, c'est un sacré défi. Oui. Moira, Oui. Le Browns Hotel, c'est sur Albemarle Street, dans le luxueux quartier Mayfair. Je te conseille de mettre autre chose que tes habituelles bottes militaires, là. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il va falloir que je me fasse payer quelques vêtements alors. Ok. J'ai peur que ma carte de crédit soit inutilisable. Ouais, t'as évité les motels, c'est truffé de caméras dans ces endroits. Ouais, je suis chez un particulier. Ah, ok. C'est plutôt original. Écoute, il y a à manger dans le frigo, l'appartement est confortable. C'est pas trop mal. Et là, peut-être que tes yeux se posent sur un set de clés, une voiture, une Audi. Et même un véhicule, visiblement. Avec un peu de chance, il a du cash dans son meuble télévision. Je te fais le cadeau d'une voiture, Ginny, et toi, tu pousses l'audace à aller chercher de l'argent en plus. Bon, ben, je vois que tu sais ce que tu fais. Toujours Z. Bon, donc, bonne chance pour le reste et tu me communiques après ta rencontre avec ce possible Petrov. Ok. Fais attention à toi. Si on te pose des questions, t'as pas de nouvelles de moi. On m'a posé des questions. Déjà? Ouais. Merde. Dis-toi il faudra être encore plus prudent pour la marche à suivre, pour le reste. Ok. Je garde ce téléphone ou je change à nouveau? Non, dis-toi que les autres dans l'agence, c'est des bleus à côté de moi. Ce téléphone est sûr. Ok. Et Moira, promis, il faudra vraiment me dire pourquoi. Pourquoi tu as fait ça. Promis. Sois prudente, Moira. Toi aussi. Ciao. Ciao. Comment termine-t-on cette scène avant de se téléporter devant le restaurant, qui pourrait très bien être la dernière scène de notre chapitre?
Je raccroche le téléphone, le pose sur le bar à côté de moi. Je vais pour croquer dans mon sandwich. Je regarde à nouveau les clés de la voiture. Je regarde le meuble télévision et je me lève pour aller fouiller dedans. Et si tu permets, on me voit sortir quelques liasses de billets. Ah, tellement prévisible ces hommes BCBG. Tellement. Un petit sourire aux lèvres, je ressors quelques liasses de billets du meuble. Elle me fait presque peur, cette Moira Jones. Tu m'étonnes. Il s'introduit dans des maisons pour une nuit, pour un lieu sûr. Tu m'étonnes. Elle qui fut victime de ces hommes dans le passé, sait foutrement bien se défendre aujourd'hui et survivre dans ce monde. Elle a surtout plus rien à perdre. On termine avec 2 phares qui s'allument, un moteur qui ronronne et le crissement des pneus. Une Audi qui s'enfuit alors que le jour pointe le bout de son nez et qu'un homme encore endormi est en train de se faire plumer. Une nouvelle journée londonienne commence. On est devant le Browns Hotel, qui affiche une façade blanche. Et ses portes avant, jumelles, sont séparées de la rue par un mince trottoir. Devant, un homme vêtu d'un long manteau qui ne dénoterait pas au cœur de l'époque victorienne. Il a aussi un chapeau haute forme. C'est le portier du Browns Hotel. Où es-tu, Moira? Je suis sur le trottoir juste en face. Je donne l'impression d'être absorbée dans la lecture de mes messages. Et j'observe depuis quelques minutes déjà qui entre et sort de ce restaurant. J'ai suivi les conseils de Z et on me retrouve dans un long manteau blanc crème, chaussures à talons, pantalon de tailleur. Je suis parfaitement prête à ce qu'on me tienne la porte de cet hôtel-restaurant. Ouais, il ne te reste qu'à traverser la rue. C'est ça. Je regarde les personnes qui circulent, les voitures luxueuses qui se garent devant le Browns Hotel. Encore quelques secondes et je m'apprête à traverser la rue. Je regarde à droite, à gauche et au moment de descendre du trottoir, je m'arrête sur mon pied qui s'avance et un vertige. Que se passe-t-il, Moira? J'ai un doute soudain. Est-ce que je sais vraiment ce que je suis en train de faire? Je suis toujours à fixer mon pied. Je m'en rends compte et je me dis que je vais commencer à être étrange, qu'il faut que je sorte de là. Mais je connais déjà cette sensation. J'ai l'impression d'un déjà-vu là tout de suite. C'est quoi? Une peur d'enfance? Une hésitation. Avec Moore, le directeur du MI6, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Ton passé a ressurgi, Oui. alors que tu le voyais pour la première fois, en chair et en os. Et tu as surréagi en sortant ton arme et appliquant ta vengeance. Mais cette fois-ci, c'est tout autre. Oui. C'est délibérément que tu avances pour faire face à l'un de tes 3 agresseurs, ceux qui ont nourri tes cauchemars pendant tant d'années. Là où face à moi, je n'avais que de la colère, là je sens la peur qui s'installe aussi. Malgré toute ma force, je reste sa proie. Comment Moira pourrait aller puiser une force? Je ne le fais pas consciemment, mais ce pied sur le bord du trottoir me renvoie à la même image, à la même sensation, quelques années auparavant. Ah, là tu me fais plaisir, un flashback. Mhm. Mhm. Et où va-t-on? On recule jusqu'à où? 16 ans, je pense que je me suis intéressée au sport de combat. Donc peut-être 17 ans, je commençais à avoir des entraînements importants, oui. Qu'est-ce que l'on voit? On me voit, moi, face à un sac de frappe. Et je frappe très vite, je martèle de mes poings. J'essaye d'apprendre à accélérer mon rythme. J'ai compris la consigne, mais c'est un exercice qui est vraiment difficile. J'arrive pas à l'appliquer. Ça fait, je sais pas, peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure que je suis sur le même exercice. Style de combat, je suis curieux. Qu'est-ce que tu pratiques? Kickboxing. Ah oui, ben, ça va vraiment avec Moira. C'est assez frontal, c'est direct. Mais là, dis-moi, c'est ta force, tu vas l'appuyer dans le kickboxing, dans ce sac devant toi. Qu'est-ce qui t'amène à ce flashback? Qu'est-ce qui a nourri cette force? Justement, dans ce moment où j'arrive pas à évoluer, où je commence à me dire que peut-être ce sport de combat, c'est pas vraiment pour moi. J'ai pas vraiment la carrure pour faire ça.
Une voix qui s'élève dans mon dos. Un mentor? Mon mentor. Un homme? Un homme, James. D'une ère, Moira. C'est plus qu'un sac qu'il y a devant toi. C'est tes peurs, c'est tes frontières, tes limites. Je tourne un regard suppliant. J'y arrive pas. Ça fait 1 heure que je suis sur cet exercice. Il y a quelque chose qui va pas dans ce que je fais. Ça fait 3 fois que je te le dis. C'est un visage ferme qui t'observe. Garde tes excuses pour tes professeurs à l'école. Mais peut-être je suis juste pas fait pour ça. Pas faite pour ça? C'est plus que ça, Moira. Tu en as besoin. Si tu arrêtes devant ce sac, tout le monde sera capable de t'arrêter. Concentre-toi, puis ce qui est en toi. Et il fait 2 pas vers toi, pose une main sur ton épaule, ses mains calleuses, ses mains d'ancien militaire. J'ai confiance, moi. Qu'est-ce que représente cet homme, Moira? Il est le repère qui s'est installé à partir de mes 16 ans, quand j'ai décidé de reprendre le dessus suite à tout ce qui m'était arrivé. Il est celui qui m'a entraîné pendant des années, qui a cru en moi sans jamais poser de questions, sans jamais être indiscret. Même si je suis sûre qu'il avait bien compris que j'avais des failles à l'intérieur, même si moi-même je ne savais pas lesquelles. Il t'a sans doute aussi réconcilié avec la vraie image que devrait être un homme. Oui. Et non ces 3 silhouettes sombres dans un sous-sol. Un homme qui croyait en toi. Avec beaucoup de valeur et de respect. James, mâchoire carrée, les pattes d'oie, le gris qui décolore ses cheveux bruns au-dessus des oreilles. Ce regard bleu délavé. Allez, tu es capable. Avance. On est à nouveau dans cette rue? Mes yeux se rouvrent et le dernier mot de James dans mon souvenir se répète, ricoche dans ma tête. Avance. Je raffermis la main autour de la anse de mon sac, le recale sur mon épaule et traverse la rue d'un pas décidé. Je crois deviner la tactique de Moira Jones. Ça va être du frontal, j'imagine. Tu commences à bien la connaître. Ouais, j'ai saisi le personnage. Elle fait pas vraiment dans la dentelle. Non. Donc, tu te présentes à la porte du Browns Hotel. Ce portier qui se découvre, se penche pour te saluer de belle façon. Madame? Je lui adresse un signe de tête. Bienvenue au Browns Hotel. Et il t'ouvre la porte. Merci. L'intérieur, à l'éclairage feutré, il y a une indication qui pointe vers la gauche, qui mène au restaurant, le Charlie's. Tu entres? J'entre et je suis la direction du restaurant. Il est 13h pile, heure du rendez-vous. Tu arrives dans le restaurant, le plafond haut, finement texturé et de couleur crème, le plancher de bois à la couleur du brandy, tout comme les murs en caisson de bois et les colonnes carrées, de bois tout aussi sombre. Un décor riche, mais sobre, éparpillé un peu partout, des tables carrées sous des nappes blanches. Une table se démarque des autres, Moira, à cause des 2 hommes qui s'y trouvent. Ton œil d'espionne est aussitôt attiré vers eux. L'un est assis et l'autre, un énorme gorille, veston-cravate, tout comme le premier, se tient debout à ses côtés, ses grosses mains jointes devant lui, au niveau de la ceinture. L'homme assis, un verre de vin rouge devant lui, est assez singulier. On devine qu'il fut jadis costaud sous son léger embonpoint. Un visage poupon, mais sévère, est posé sur ses épaules rondes. L'aspect poupon est accentué par son crâne totalement rasé et qui brille sous l'éclairage. Ça sent l'homme important avec un garde du corps, mais clairement des airs, bien que très bien sapés, clairement des airs, en guillemets, de voyous. Ce qui m'embête le plus là tout de suite, c'est le garde du corps. J'avais pas forcément pensé à ça. Est-ce que tu avais pensé, Moira? Telle est la question. Agir et réfléchir après. Ouais, Eh oui, on envoie une démonstration. Que fais-tu? J'hésite encore quelques instants, je sens ma main à nouveau qui tremble autour de mon sac à main. Un avance soufflé dans mon oreille. Je me redresse et je me dirige vers la table. Monsieur Petrov, il semble. Je me trompe? Un journal est posé sur la table.
L'homme avait les yeux rivés sur celui-ci. Lentement, de ces gestes lents qu'ont les hommes avec une pleine assurance, il relève la tête pour te regarder. De manière presque imperceptible, le gorille, le garde du corps, a avancé ne serait-ce que de quelques centimètres vers toi et a changé un peu sa position. Une position plus alerte. Pardonnez-moi de vous déranger, ça fait un peu groupie, excusez-moi. Vous êtes bien Monsieur Petrov, n'est-ce pas? Ouais, je vous connais. Oh non, pas personnellement. J'ai juste entendu parler de vos affaires et de votre maîtrise. J'ai tout à apprendre d'un homme comme vous. Vous permettez que je m'assoie quelques minutes avec vous? Écoutez, jeune fille, je ne vous connais pas et j'attends quelqu'un. Mais tant que cette personne ne sera pas arrivée, peut-être serez-vous à même de me divertir. Asseyez-vous. Au mot divertir, un frisson de colère parcourt mon échine. Et je suis obligée de faire un énorme effort pour ne pas sauter à la gorge de cet homme. Est-ce que ça serait pas le temps de cocher une émotion ici? Oh, je pense que si, parce que ça doit me coûter très très cher, là. On se mord le dedans des joues. Quelle émotion est en train d'envahir lentement Moira Jones? La colère, clairement. C'est la colère. D'entendre cet homme lui dire qu'il a envie qu'elle le divertisse après tout ça. Oui. Est-ce bien notre Petrov qui a détruit ta vie il y a quelques années? Je m'assois à côté de lui et... Ok, donc pas en face, tout près à côté. Oui, en tout cas si personne ne s'interpose. Tu vois qu'il a arqué légèrement les sourcils alors que tu t'approches aussi près de lui, mais tout de suite, un sourire gourmand déforme ses lèvres pleines. Et j'en profite pour le détailler rapidement. J'ai pas besoin de beaucoup de temps. Mais je détaille son visage. Je cherche un signe distinctif, quelque chose qui me rappelle cet homme que j'avais vu dans la cave. Ça fait si longtemps. Et tu t'étais réfugié tout à l'intérieur de toi, Moira, pour te protéger, tant bien que mal. Mais quelque chose a subsisté pendant toutes ces années. L'un des aspects les plus puissants de la mémoire, celle des odeurs. Tu reconnais celle-ci. C'est comme un instinct, plus qu'une certitude. Tu es persuadé qu'il s'agit bien de l'un de tes agresseurs du passé. Votre parfum, Monsieur Petrov, est fort agréable. Je n'en mets pas, merci. Je prends ça comme un compliment. En quoi puis-je vous aider? Je pose mon sac à main sur mes genoux, comme à la recherche de quelque chose. Aussitôt que tu poses ton sac, tu sens la présence du bodyguard, du garde du corps, se coller plus à toi, dans ton dos. Est-ce que nous nous connaissons? Nous sommes-nous déjà rencontrés? Je n'ai pas mémoire. Là, le garde du corps est genre collé à nous deux? Il est derrière toi. Merde. Il y a bien quelque chose dans votre regard qui me rappelle quelqu'un. Ah oui? Je suis flattée. Mais c'est très flou. Donnez-moi un indice. Comment vous appelez-vous? Ah, attends, faut que je trouve comment dégager le garde du corps 2 secondes. Petrov attend une réponse. Je lui adresse un grand sourire. Un de ceux que je sais faire. Un de ces masques que je sais porter. Ah, comme celui que tu as fait à l'homme à qui tu as emprunté sa voiture? Exactement. Le même, oui. Tu veux gagner du temps? C'est ce que tu veux faire? Je veux que Petrov renvoie son chien à la niche. Oh! Tu vois grand, Moira? Tu es maintenant handicapé d'un état émotionnel. Social? Je me trompe ou ce n'est pas ta force? Effectivement. Ce n'est pas une faiblesse, mais tu es un peu dans la normalité, là. Dans la moyenne, c'est ça. Ouais. Et on va déjà savoir si tu réussis à attendrir le cœur d'acier de Petrov. J'ai pas l'impression que c'était sur le cœur qu'il fallait viser avec cet homme, mais... Non, mais je veux dire social, c'est social. Il n'y a pas de cœur, on s'entend. C'est une formulation que peut-être un peu maladroite de ma part. Jet social avec Petrov pour voir si, oui, tu vas être capable de l'amadouer. 40% de chance de réussite. Donc, il te faut 40% et moins. Oh non, 41. Tu ne réussis pas
à mettre Petrov dans tes bonnes grâces. Mais il y a un mais. Quel serait-il? Donc, tu n'arriveras pas à tes fins Ouais. de le manipuler assez pour éloigner le bodyguard, mais... Mais je sens que j'ai piqué sa curiosité, peut-être. En tout cas, qu'il est intéressé. Parce que... Enfin, là où quelques secondes avant, il me proposait une chaise seulement en attendant son invité, j'ai comme l'impression qu'il a envie que je reste. Voici ce que je te propose. Dis-moi. Effectivement, tu as nourri sa curiosité. Ce qui va faire en sorte que, non, tu n'iras pas jusqu'à le manipuler pour congédier son bodyguard, mais assez pour que Petrov fasse un signe de tête à son gorille pour que celui-ci relâche un peu la pression. Tu sens sa présence se retirer derrière toi. Il va se reculer d'un bon mètre et relâcher un peu son attention sur toi. Il est toujours présent, mais pas armé comme le chien d'un fusil, là. Voici ma proposition. Ok, très bien. Ta laisse pour te pendre est un peu plus longue, Moira. Disons ça comme ça. Ok. Effectivement, monsieur Petrov, nous sommes rencontrés il y a de cela quelques années. Ah ouais, j'adorerais m'en souvenir. Oh, c'est terrible de ne pas se souvenir de moi. Et pourtant, un visage si singulier. Vous avez du sang qui vient de l'Asie, non? Tout à fait. Et vous devriez vous en souvenir, ça aussi. Pourquoi donc? Nous avions passé quelques bons moments, vous et moi. Tu vois l'homme, on sent presque l'effort sur ce gros visage et le déclic se fait ressentir. Une grimace qui, l'espace d'une seconde, vient déformer celui-ci. Si vous rappelez votre chien de garde, vous mourrez sur le champ. Ça y est, vous me remettez? Je te remets très bien. Avez-vous besoin d'aide pour retrouver mon prénom? Malheureusement, je ne m'en souviens plus. L'homme, et c'est pas du tout agressif qu'est-ce qu'il fait, là, mais tu vois sa main gauche paume vers le ciel et il relève un peu la manche de son veston. Tu vois cette étoile à 8 branches sur mon poignet? Oui. C'est le signe que je fais partie de la Bratva, la mafia russe. J'en ai une autre sur l'épaule, témoignage de ma fidélité à l'organisation depuis des années. 2 autres de plus décorent mes genoux. Et celle-ci signifie que je ne me prosterne devant personne, ni la loi, ni quiconque, fillette. Là où tu te trompes, Petrov, c'est qu'aujourd'hui je ne suis plus une fillette. Et d'un geste, je sors mon arme. Ouais. On passe tout de suite au dessert. C'est ce que je comprends. Ouais. Je suis pas sûre de moi là, mais... C'est là que nous sommes. Allez. Il y a des gens qui mettent les poings sur des lits, il y a d'autres qui mettent des balles dans les tronches. C'est une question de philosophie. C'était de Confucius. Allez. Donc, tu tires sur une personne qui est non armée. Pour toi, ça va être un jet de combat. Pour lui, habituellement, ça serait un jet d'esprit. Tenter d'anticiper le coup. On peut pas esquiver une balle avec un jet de corps. Mais comme tu t'es assis tout près de lui, vous êtes collés l'un à l'autre, il peut utiliser corps ou soit combat. Il va utiliser combat qui est à excellent. Toi, je sais qu'avec une arme à feu, tu es redoutable. Je suis formidable et toujours spécialiste en tir. Et étant donné que tu le prends un peu par surprise, 65 et moins. 65% et moins pour toucher. Putain, c'est pas vrai. J'ai fait un 100. Ah, t'es sérieuse? Ton 2e sang de la soirée? Ouais, je suis dégoûtée. Mais ce n'est pas possible. Ouais, c'est dramatique. C'est dramatique. Pour toi, c'est merveilleux pour moi. Oh, que ça va prendre une drôle de tournure au Charlie's. Et oui, effectivement, cet homme qui fait un peu d'embonpoint avec son appartenance à la Bratva, c'est un dur à cuire. C'est un homme qui en a vu d'autres. Et ce n'est pas une petite fillette qui va venir troubler sa journée. D'un geste brusque, il a soulevé cette table avec l'un de ses genoux, la propulsant dans les airs. La table vient percuter ton bras tendu. Est-ce que le coup part au plafond, Moira? Le coup part au plafond et j'ai fait un échec critique, donc je pense que je n'en sors pas indemne. Je crois aussi, effectivement. Cette table ne va pas seulement repousser ton bras, il va y avoir autre chose, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Où ça fait mal?
À part ton orgueil, là. Oui, déjà. Je dirais que je prends la table dans les côtes et peut-être que j'entends un os craquer. Oui. Une fois le bras repoussé. Est-ce que ça te paraît cohérent? Oui. Cette table s'est soulevée et ensuite il l'a comme poussé vers toi. Donc dans un premier temps, ton bras est parti vers les airs, le cou est parti et à deux mains, il pousse la table vers toi, te bousculant à la renverse. Et effectivement, une côte va prendre cher. À chaque respiration, tu te rappelleras ce coup. Tu es au sol, toujours l'arme dans les mains, et tu vois ce gorille, ce garde du corps se pencher vers toi avec ses grosses mains, prêt à t'agripper au col. Que fais-tu? Je lui mets un coup de crosse en plein visage. Donc, combat contre combat. Tu as formidable? J'ai formidable en combat, oui. Ton jet se fait à 60. C'est là peut-être qu'il serait intéressant de prendre de l'adrénaline Ok. pour expédier cet homme. Je dis ça et je dis rien. Si tu puises dans l'adrénaline, tu vas être un peu plus dans ta bulle, les conséquences de l'adrénaline, mais ça va rajouter un 10%. Tu vas passer de 60 à 70. Ok, je prends. Ouais, étant donné tes jets, je conseille fortement. Roulement de tambour. 9. C'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Ouais. Ce n'est pas la réussite critique, mais ce jet te permet de maîtriser ce garde du corps, monstrueux, pesant, musclé. Comment y arrives-tu? Ça commence peut-être par ce coup de crosse, mais il y a plus encore. Je sais exactement où frapper. Je lui assène un coup de crosse pile dans la tempe. Et je vois que il réceptionne le coup et que il s'affaiblit quelques secondes. On le voit cligner des yeux plusieurs fois, comme pour chasser un écran de fumée. Alors que le garde du corps se redresse, secoue la tête. Que fais-tu? Je me redresse en m'appuyant sur un coude et viens poser mon arme sur son abdomen. Il contracte ses abdominaux. T'es mignon. Non, je crois que ça suffira pas, hein. C'est d'une balle Non. que tu vas maîtriser cet adversaire? Et oui, en lui disant tout de même, je suis désolé, dommage collatéral. Et je tire. Alors que tu vois le colosse tomber sur ses deux genoux, derrière lui apparaît la silhouette de Petrov. Et comme il a expulsé la table contre toi, il pousse l'énorme garde du corps sur toi pour t'écraser. Que fais-tu? Je suis en train de réfléchir si j'arriverais quand même à viser en ayant la masse sur moi ou si vraiment ça m'engloutit totalement. Ah, c'est un jet qui va nous le dire parce qu'il y a un risque. Il y a un risque. Allez, Allez, en combat, tu es à formidable. oui, c'est ça. 65% de chance de réussir. Et si c'est le cas, ben la fiction est entre tes mains, Moira. 58. 58, c'est un oui, mais. Oui. Tu réussis, mais. Que se passe-t-il? J'analyse très vite la situation. J'ai vu le geste de Petrov sur la table. Je vois qu'il se prépare à faire à peu près la même chose avec le corps de son chien. Il le pousse contre toi, effectivement. Je mets un coup de pied dans une colonne qui était à côté de moi pour projeter mon corps sur la droite, juste à côté. L'énorme corps s'écrase. Et je me rends compte que ma jambe gauche est prise dessous, jusqu'au genou. Petrov en profite et détale comme un lapin. Malgré sa corpulence, Dieu, il court vite lorsqu'on a la mort, ou Moira aux trousses. Je suis enragée, j'essaye de dégager ma jambe, j'y arrive pas. Je finis par me contorsionner malgré la côte qui me fait vraiment souffrir et j'essaye de tirer. Un coup. Raté. Et je rate, c'est inacceptable. Je ne rate jamais. Petrov, ta cible, va tourner le coin et ainsi disparaître et sortir du resto. Non, je lâche mon attention et je me concentre sur le poids mort que j'ai sur ma jambe. Tu te dégages de ton autre pied, Oui, te revoilà, maîtresse de ton corps. et je détale. Tu cours sur les traces de Petrov. Mais je fais peut-être un tiers de son poids. Tu entends les gens crier autour de toi. L'effet de l'adrénaline se dissipe et tu te rends compte que t'as vraiment foutu le bordel au Charlie's. Les gens se sont rassemblés près des murs, derrière le bar. Le personnel aussi. Tous protégés derrière des tables, des comptoirs, des colonnes. Mais toi, tu n'en as cure. Je jette un œil en partant, mais effectivement, ça ne capte pas mon attention plus que ça. À la sortie du restaurant, tu es toujours dans le hall d'entrée, tu vois les grandes portes
du Browns Hotel, ouverte, lentement se refermer. Petrov est parti à l'extérieur. Toujours mon arme à la main, je fonce sur la porte. Tu arrives sur le trottoir, face au portier du Browns Hotel. Cet homme au chapeau de forme. Mais que faites-vous? Je l'ignore complètement, je cherche dans la rue. Je cherche cette masse. De quel côté est-ce qu'il est parti? Tu le vois sur le trottoir. Il court, jette quelques regards nerveux derrière. Il t'aperçoit, il tourne dans une ruelle. Peut-être as-tu le temps de prendre un tir, Moira. J'essaye en tout cas, je vise. Allez, tu es capable. Étant donné les circonstances, 80%. 59. Ce n'est pas un tir mortel, mais tu touches, Moira. Tu touches. J'ai visé le genou. Je veux qu'il tombe. Je veux qu'il arrête sa course. Un cri. Et un corps qui s'affale presque, mais qui se retient à la façade d'un immeuble. Salope! Et tu vois sa masse disparaître dans la ruelle qui s'apprêtait à prendre. Je cours jusqu'à l'angle de cette ruelle. Tu arrives. L'homme, le genou esquinté, n'a pas été bien loin. Il a le dos appuyé contre une benne à ordures. Il souffre, l'écume aux lèvres. Je vais te donner tout l'argent que tu veux. Des millions si tu veux. J'ai mieux que ça. Pose un genou par terre et demande pardon. Tu ne te prosternes jamais devant personne. Eh bien, tu commences aujourd'hui. J'adore Moira. Tu es sérieuse? Je pointe mon arme en direction de son front. Tu penses que je plaisante? Une main accrochée au conteneur à vidange. Il descend lentement le genou intact et le pose au sol. Mais le deuxième, lui qui rougit de sang, n'y touche pas. Je t'en supplie, ça fait mal. C'est pas ce que je t'ai demandé. Tu n'es qu'une petite salope. Ce n'est pas comme ça qu'on présente des excuses. Le deuxième genou touche à l'asphalte. Ça fait mal. Tu oses me dire ça à moi? Pour un genou abîmé? Tu as broyé mon enfance et mes rêves et tu oses me dire qu'un genou te fait mal? Qu'est-ce que tu veux? Des excuses. Je m'excuse, voilà. Non, pas comme ça. Je m'excuse. Et il plonge son regard dans le tien, ses yeux humectés de larmes, peut-être un mélange de douleur et d'humiliation. Je m'excuse. Tu es contente? Un sourire sadique apparaît sur mon visage. Je le contemple quelques secondes et je tire. Pas besoin de jet, il est à ta merci. Ok. On voit une éclaboussure sur un conteneur à déchets et on entend un corps lourd s'affaler au sol. Moira, j'ai une question pour toi. Des centaines de fois, tu avais vu des photos de Richard Moore, le directeur du MI6. Mais ce n'est qu'une fois devant lui, pour la première fois, lorsque tu as humé son odeur, entendu les vibrations de sa voix, ressenti sa présence, que tu as fait le lien avec les 3 agresseurs qui ont brisé ton enfance. Un passé que tu avais obstinément tenté d'oublier. Pourtant, il t'a rattrapé, ce passé. Et pas juste un peu. C'est quand même curieux qu'à l'âge de 32 ans, ton passé ressurgit avec le directeur mort et que 24 heures plus tard, tu retrouves la piste de ton deuxième agresseur, Petrov. La coïncidence de revoir ces deux monstres en 24 heures est, disons, plutôt incroyable, non? Est-ce que Moira a pris la peine d'y réfléchir? C'est sûr, mais j'ai tellement refoulé ce passé que finalement il n'attendait peut-être que ça que d'éclore. Et la seule leçon que j'en tire, c'est que il faut maintenant que je m'attaque à la 3e personne. Un téléphone sonne dans la poche du veston de Petrov. Non, j'allais pour repartir. J'ai rangé mon arme et j'entends la sonnerie du téléphone. J'hésite quelques secondes parce que j'ai peur que ces 2 coups de feu ramènent du monde très vite. Ouais. Mais j'ai envie de savoir, on sait jamais. J'ai aucune information sur la 3e personne. Effectivement. Je me précipite et je prends le téléphone avant de partir en courant. Tu continues plus loin dans la ruelle? Tu décroches? Je continue un peu plus loin et je décroche mais sans parler. Hello, Moira. Comment vas-tu? Merde. Est-ce que je connais la voix? Non. Mes 2 anciens compagnons ont fait l'erreur de t'oublier et de te perdre de vue. Moi, je garde toujours un œil sur mes premiers amours. Tu sais que je vais te retrouver toi aussi. D'une façon ou d'une autre, je finirai par te retrouver.
Moira, tu ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de me traquer. C'est moi, le prédateur. Et toi, tu seras toujours ma proie. Eh bien, sors de l'ombre, je t'attends. Nous allons nous revoir très bientôt. Je vais me délecter de toi à nouveau J'ai hâte. et te donner la mort sublime que tu mérites. Mais attention, là, tu as tué 2 de mes compagnons. Malheureusement, il m'est difficile de te rendre l'appareil. Toi, tu n'as pas d'amis. Ah, si. Désolé pour le pauvre Z. Mes yeux s'agrandissent, un coup de panique. Je raccroche, je jette le téléphone. Et je fouille dans mon sac pour trouver le mien. Je compose le numéro de Z. Aucune réponse. Merde. Je crois qu'on pourrait faire un cut là. Et peut-être voir une botte qui s'écrase contre une porte verrouillée, l'appartement de Z. Ok. J'ai juste pris le temps d'enfiler un bonnet et de changer de lunettes de soleil. On ne voit plus mes cheveux blonds décolorés, juste un bonnet noir qui les recouvre entièrement. Celle-ci s'ouvre dans un grand fracas, défoncé. Z? Une odeur de fer, t'assaillit aussitôt, Merde. suivie des effluves nauséabonds d'intestins qui se sont relâchés. Tu avances? Mes épaules s'affaissent légèrement, mais j'avance, oui. Dans le salon, Z est assis, au centre d'un grand canapé, les bras en croix, appuyés sur le dossier, à droite et à gauche. Sa tête repose vers l'arrière, comme s'il regardait le plafond. Une langue violacée pend lamentablement de ses lèvres, tout aussi foncées. Sur la table basse, devant lui, 2 yeux, encore sanglants, les iris tournés vers toi. Une feuille de papier s'y trouve aussi. Je prends une inspiration. Je me dirige quand même vers la feuille de papier. 2 phrases. Ouvre bien les yeux, Moira. J'arrive. À moi, maintenant, de faire un flashback, de quelques minutes seulement, dans le passé. De dos, la silhouette d'un homme, l'oreille contre un cellulaire, qui regarde par une fenêtre, la mer froide qui se déchaîne. Toi, tu n'as pas d'amis. Ah, si. Désolé pour le pauvre Z. Derrière lui, on reconnaît ta chambre d'enfance, Moira. Celle de la maison de bord de mer du village de Port Gordon, au nord de l'Écosse. Fin de cet épisode. Ouf! Ouais. Ça va brasser. Et ça prend une drôle de tournure. J'avoue. J'aimais bien l'idée de la traqueuse qui devient, malgré elle, la proie. Ouais, ça va pas durer, va. Crée Moira Jones 200 d'affilée. 2G à 100, ouais. Tu t'es démené. Ouf! Bien joué. Tu sais que ça me fait comme l'autre fois, ce personnage, il me met sur les rotules. Je suis vidée. Ah, il est quelque chose, ce personnage-là. Ça m'a fait ça la dernière fois aussi. Pourtant, on avait fait que 20 minutes. Mais elle me prend une énergie folle, quoi. Ouais. Vraiment. Faut que tu te conditionnes, puis... Complètement, c'est ça. Je sens parce que j'ai du mal à rire, même en HRP, tu vois. Je suis vraiment dedans, quoi. L'ambiance, elle est moins la blague, là, effectivement. Avec Moira, on est dans... Ouais. Tu sais, non seulement c'est de l'espionnage, mais c'est du lourd. Tu sais, il y a un lourd passé, c'est la vengeance. Les personnages sont pas super beaux, tu sais. Je veux dire, c'est pas un personnage tripatif à faire, Petrov, là. Tu sais, tu fais un gros porc. Ouais. Donc, tu sais, il y a quelque chose d'un peu lourd, mais qui est fun à jouer quand même. Mais tu sais, c'est pas le fun esthétique. C'est de l'euphorie. Donc, c'est une belle exploration de personnages. C'est ça. J'avoue. Une fois de temps en temps, ça fait du bien. Oui, parce que par contre, je suis complètement transportée dans ce personnage, quoi. Oui, d'autant plus que cette histoire-là, on l'a construite à 2. Là. C'est ça. Et puis, on est dans l'action avec Moira, hein? Ça bouge. Retenue en haleine, tu sais. Puis, on sent que, voilà, elle a le... Il y a un chronomètre qui est en route, quoi. Ah oui. Il n'y a pas le temps. Enfin, tu vois, là, c'est pareil. C'est aussi pour ça que
quand le gars commence à lui parler, tout ça, qui commence à l'appeler fillette, enfin, déjà, elle est sous tension et puis elle a pas le temps. Enfin, Oui, je pensais que l'installation de la scène à la table avec Petrov, ça allait être plus long que ça. ouais. Mais aussitôt qu'il t'a parlé, comment qu'il a dit ça? Ah oui, divertir! C'est ça. C'est là que ça a été le moment déclencheur. Elle part au quart de tour, cette Moira Jones. Carrément. Eh bien, je continue mon débriefing avec Jenny et ça promet également pour la suite et la finale parce que oui, il en reste un salaud à attraper là. Et ce n'est pas le moindre. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous nous envoyez du pouce, vous commentez, ça fait toujours plaisir et chaud au cœur. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le. Que ce soit sur YouTube, les différents podcasts sur lesquels nous sommes, le Facebook aussi, Instagram. Pour l'instant, c'est l'été, on prend ça un peu plus relax, un peu plus cool, mais même de paresser comme ça, on va finir par s'emmerder de le faire. On va revenir là. Donc d'ici à notre prochain rendez-vous, on vous souhaite bien du plaisir à jouer, ainsi qu'à imagiter votre JDR et le brasser. C'était Eric en compagnie de Jenny, et on se dit à la prochaine. Ciao!